à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e podcast Manchester Devils. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter, enfin pour écouter en tout cas ce qu'on va avoir à dire sur le sujet de la Super League et également la situation qui s'est déroulée après avec Ed Woodward et la famille Glazer. Qu'en pensent nos membres? C'est ce qu'on va effectivement avoir à écouter sur le sujet. Juste avant de commencer, donc moi je me présente, je m'appelle Eli, j'ai 34 ans, je suis administrateur du site et des forums Manchester Devils. Donc vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Skolsy. Donc, je suis consultant en informatique à Montpellier et je vous rappelle avant que les autres se présentent que Manchester Devils c'est une association, un site, un forum. On vous invite à nous rejoindre et c'est également un compte Twitter, un compte Facebook et le podcast qu'on a lancé depuis quelques mois maintenant. Merci à tous pour votre fidélité. Je laisse la parole aux membres qui sont avec nous ce soir. Donc Antoine, salut. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans sur le forum Antoine Pitet, je suis un peu le rabat-joie sur le forum. Et puis c'est tout, fan de Manchester United depuis toujours, depuis tout petit. Super, merci Antoine d'être avec nous ce soir. Jérémy, salut. Hello, donc Jérémy, Jiminy sur le forum, donc administrateur du site Manchester Devils et participant dans l'association. Voilà, je suis content d'ici et content d'enregistrer ce 6e podcast. Super, merci Jérémy aussi d'être avec nous ce soir. Guillaume, salut. Salut, donc Guillaume, Rounet 24 sur le forum. J'ai 27 ans et donc je suis administrateur sur le forum et je gère aussi le Twitter du compte Manchester Devils. Merci Guillaume d'être aussi avec nous ce soir. Et pour finir, Nat. Alors Nat, 24 ans, One Cheesy sur le forum, je fais partie du staff, grand adorateur de John O'Shea et d'aujourd'hui d'Harry Maguire. Voilà. Et je suis content d'être ici avec vous. Le One Cheesy effectivement du forum. One Merci Cheesy. Nat, merci à tous les quatre effectivement d'être là ce soir. Le programme de la soirée. Donc effectivement, on va discuter de ce qui s'est passé sur les 48 à 72 dernières heures qui étaient très chauds. Donc on va reparler du sujet Super League. Qu'est-ce qu'on en pense d'un point de vue sportif par rapport au projet? Qu'est-ce qu'on en pense d'un point de vue financier aussi? Bon, on sait que la Super League est quasiment morte, mais ça ne nous empêche pas quand même de faire le débrief après coup. Et est-ce qu'on pense que la Super League aurait vraiment été une alternative à ce qu'il y a actuellement? On parle de l'UEFA corrompu, voilà, tout ce ripou, ils se mettent de l'argent plein les poches. Est-ce qu'on pense vraiment que ça aurait été différent? Et puis, en deuxième partie de podcast, on va également parler de Ed Woodward qui a claqué sa démission, il va partir à la fin de l'année, de la famille Glazer. Quel bilan on tire du passage de Woodward à Manchester United? Qui on voit pour prendre sa place par la suite? Est-ce que ce sera quelqu'un avec le même profil ou pas? Et est-ce qu'on croit à un modèle différent? Est-ce qu'on croit au fait que les Glazers vont s'en aller, comme le demandent beaucoup de supporters? Voilà pour le programme. Merci à tous. Les gars, vous êtes prêts? On est prêt. Super, c'est parti. Ok, donc première partie de podcast, donc on va parler de la Super League. Alors, qu'est-ce que c'était que la Super League? Une ligue quasiment fermée, 15 membres fondateurs qui étaient assurés de jouer tous les ans, dont Manchester United, c'est aussi le problème, avec 5 membres qui se seraient qualifiés au mérite chaque année, même si on n'a pas eu beaucoup d'infos sur le sujet. Une compétition en milieu de semaine qui ne remplace pas les championnats nationaux, au moins 25 matchs par saison, enfin jusqu'à 25 matchs si on va jusqu'en finale, 18 matchs de poule quand même. Voilà, avec des matchs de poule aller-retour. Aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est 6 matchs. Voilà. Donc ça, c'était le projet. Un projet qui est quasiment tombé à l'eau, enfin qui va mourir dans les prochaines heures sans aucun doute. Les gars, c'était quoi votre avis sur la Super League d'un point de vue purement sportif, s'il vous plaît? Jérémy, par exemple, ton point de vue là-dessus? Alors, au niveau de mon point de vue, je pense que je suis ici un des seuls qui avait un point de vue plutôt positif. Non pas que tout soit positif, mais quand même, j'appréciais le côté que quelque chose soit monté en face de l'UEFA, en face de la compétition Ligue des Champions, qui est actuellement la plus grosse compétition, mais qui est aussi un monopole, tout simplement. Donc l'avantage de la Super League, à mon sens, c'est qu'on allait voir plus souvent des matchs contre des grosses équipes,
c'est un match qui ne serait plus devenu anecdotique, mais où on aurait gagné peut-être une certaine régularité pour essayer vraiment de faire des face-à-face et créer des rivalités peut-être un petit peu plus grandes que ce qu'il y a actuellement. À savoir quand même que mine de rien, il y avait donc prévu 20 équipes différentes, donc tu rencontres quand même 19 autres équipes. Bon, il y avait quand même 6 Anglais dans le lot, mais ça fait quand même encore 14 autres équipes à aller rencontrer étrangères, donc ce qui à mon sens était plutôt pas mal. Le côté où il n'y a pas forcément euh, une place à mériter au sens comment tu finis en championnat ne me dérange pas. Pour moi, jouer une compétition, elle n'est pas forcément induite par ton résultat dans une autre compétition qui n'a rien à voir. C'est pas quelque chose qui est induit. J'en parle un petit peu sur le forum. La FA Cup, tout le monde adore la jouer. Pourtant, tout le monde est inscrit chaque année. C'est pas au mérite. Donc, c'est pas un critère qui, à mon sens, me dérangeait. Étant donné qu'ils avaient prévu un turnover sur 5 équipes, donc on aurait eu en plus chaque année des matchs un petit peu différents, une base commune mais des matchs différents. Enfin, pour moi, il y avait quand même beaucoup de bonnes idées. Je pense qu'il y avait quand même un fond intéressant et que c'est peut-être dommage que ça s'écroule aussi vite. Je vais laisser la parole à quelqu'un qui veut peut-être répondre un peu là-dessus. Je veux bien. Alors, en vrai, je suis pas totalement désaccord avec toi sur le fait que ça aurait pu effectivement permettre une certaine, on va dire, le fait notamment de créer de nouvelles rivalités avec le fait de jouer régulièrement. Mais moi, à l'inverse, je crois beaucoup au fait que les matchs, les grands derbies, les matchs, on va dire, de haut standing, pour moi, plus ils sont rares et plus, pour moi, ils ont de sens, en fait. Là, on aurait pratiquement, déjà, je parle même pas, déjà, je parlais de ça après, mais d'un point de vue purement, on va dire, physique, parce que ça reste des joueurs de foot avec des organismes, etc., ça surchargerait vraiment énormément le calendrier. Et déjà, je ne vois même pas comment on aurait pu mettre ça en place au vu du nombre de matchs, d'un point de vue purement réaliste. Et d'un point de vue sportif, pour revenir là-dessus, encore une fois, vraiment, si on avait eu des Real Liverpool, des United Juventus toutes les semaines, je trouve que ça enlèverait quelque chose d'intéressant. Et j'aimerais aussi embrayer sur le fait que, là où je te rejoins encore une fois, c'est sur le fait que la Champions League dans le format actuel est effectivement un monopole. Enfin, en tout cas, que c'est loin d'être exemplaire en termes de mérite, etc. Et que par rapport en tout cas à ce qu'on a pu voir il y a très longtemps avec ces histoires notamment de quand avec la compétition de la coupe des coupes champions, la coupe des clubs champions, je sais plus comment ça s'appelait, hein, désolé, c'est un peu trop vieux pour moi. Le PSG l'avait gagné, mais bref, ceux qui savent connaissent cette compétition. C'était déjà plus intéressant d'un point de vue, on va dire, mérite et aussi du fait qu'on pouvait rencontrer des équipes vraiment d'une autre culture finalement, d'un autre type de football, notamment les équipes, voilà, les équipes russes, grecques, etc. Enfin, je trouve que ça avait scandinave aussi. Enfin, je trouve que ça avait un côté plus propre en tout cas de ma vision de ce qui est l'universalité du football, même si aujourd'hui c'est un leurre, mais à une époque c'était plutôt quelque chose qui avait du sens. Et je trouve que cette histoire de Super League nous éloigne encore plus de cette vision que j'ai du football, en particulier européen. Et c'est en partie pour ça que sportivement, je trouvais pas ça forcément que c'était une bonne idée, même si il y avait quand même il y avait des bonnes choses quand même. Je ne serais pas aussi négatif que certains sujets, mais très clairement pour moi le gros problème c'était ça quoi. C'était déjà un manque de mérite. Alors certes, tu as parlé de la FA Cup, mais c'est pas comment dire. Je vois pas pourquoi, par exemple, on aurait Arsenal, Tottenham et City, et pas des anciens vainqueurs comme Benfica, Celtic ou l'Ajax, par exemple, tu vois? Heu, donc même sur ça, je suis assez mitigé et honnêtement, encore une fois et je vais conclure là-dessus, pour moi, les gros matchs, les grosses affiches, ça doit rester quand même un minimum, avec un minimum de rareté parce que déjà qu'en plus maintenant, dans les tournois de pré-saison, on a de plus en plus, de «gros matchs» entre guillemets, même si évidemment l'enjeu n'est pas le même puisque ce sont des matchs amicaux, mais il y a l'International Champions Cup, je crois, qui était maintenant, mise en place depuis 4-5 étés et honnêtement, voilà, moi je pense que c'est suffisant, en dehors des compétitions officielles quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est bien qu'il y ait une forme de rareté et même si je suis très loin, d'être pro UEFA, je pense que c'est pas plus mal que ces projets n'aient jamais eu lieu. Voilà. Guillaume, je pense qu'il y a que toi qui t'es pas exprimé. C'est quoi ton avis sur la question? Sur l'aspect sportif, moi j'étais pas vraiment pour. Euh, le fait que ça soit une ligue quasi fermée avec seulement 5 invités par an, je trouvais que c'était vraiment injuste par rapport à d'autres clubs
en Europe qui travaillent très bien. Alors, l'exemple qui revient le plus souvent en ce moment, un peu partout dans les médias, c'est l'Atalanta, par exemple, mais pense plus loin et un des exemples qui vient le plus vite, c'est l'Ajax qui a toujours très très bien travaillé et mérité sa place parmi les grands d'Europe. Moi, j'étais pour justement voir des équipes comme ça. Ce qui était plaisant dans les phases de groupe de Ligue des Champions en début de saison, c'était de rencontrer des équipes plus petites, des fois aller jouer en Turquie ou en Allemagne dans des stades où c'était un peu chaud. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, mais retomber sur des équipes justement ou des publics où c'est vraiment des beaux matchs sur et en dehors du terrain. Euh, Déplacement contre les Rangers ou contre le Celtic, un déplacement à Galatasaray, des matchs comme ça, c'était extrêmement plaisant. Et ensuite, si on avait le mérite d'aller dans les phases finales de la compétition, c'était de tomber justement contre le Real avec les Galactiques, le Grand Milan. Merci à tous les trois pour votre avis sur ce sujet-là. Maintenant, on a parlé du sportif, on va parler un peu du financier. On nous a dit que les clubs étaient très lourdement endettés, hein, même les plus gros finalement, que on n'allait pas s'en sortir. Florentino Pérez nous a dit que voilà, enfin, sans ça, c'était la fin du football, de la pyramide entière du football. On a parlé de banques comme JP Morgan Chase qui verserait 3,5 milliards d'euros pour investir dans des infrastructures, etc. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Antoine, Jérémy, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, d'un point de vue financier, est-ce que c'était vraiment la bonne opération pour tout le monde ou pas? C'est quoi votre point de vue, Antoine? Alors, pour moi, c'était une immense catastrophe pour le monde du football en général. Bien sûr que pour les 12 clubs, même à la base, c'était censé être les 15 clubs fondateurs. Bien sûr que c'était une aubaine. Ils touchaient 300 millions en signant un bout de papier, environ, hein. Et après, ils recevaient, pour vous expliquer un peu comment était réparti l'argent généré par cette Super League, c'était 32,5% du prize money, pardon, directement à ces 15 clubs fondateurs. 32,5% seraient distribués à part égalitaire, c'est-à-dire qu'ils toucheraient encore une partie, c'est-à-dire que sur les 20 équipes, ils se partageraient ces 32,5%. 20% sur le mérite sportif et 15% sur la notoriété. Donc, c'était en fait pour enrichir les plus riches. Le problème de cette Super League, c'est de dire que en mettant toutes les meilleures équipes du monde, hormis quelques cas comme le Bayern, le PSG, l'Ajax, bref, quelques cas, au final, on voit que sur les 12 qui étaient là, ils font tous partie des top 15 des plus puissants financièrement. Les top 20, je suis pas sûr pour Tottenham, il faudrait vérifier. Mais top 15, c'est sûr. Le problème, c'est que si tout l'argent va là-bas, ça va dévaluer la Ligue des Champions. Donc, ce qui va dévaluer la Ligue des Champions dévaluera les championnats. Ce qui dévaluera les championnats et les investisseurs qui devaient investir dans ces championnats pour pouvoir aller en Ligue des Champions, pour pouvoir toucher de l'argent. En fait, c'est une répercussion jusque tout en bas de la pyramide. Et ce système économique-là aurait rendu ces 15 clubs, même s'il y en avait que 12 à la base, beaucoup plus forts financièrement, mais en explosant tout le reste de la pyramide, ce qui ne peut pas être quelque chose de positif pour le foot en général. En plus de ça, moi, ça m'étonne pas que dans ces 12 clubs, tu aies Manchester United, qu'est-ce qu'on fait dans le top 12 européen? Tu as Barcelone qui doit faire des miracles pour trouver comment payer leurs dettes. Le Real Madrid aussi qui se dit complètement en galère financière, mais malgré ça, il y a encore 2 ans, ils investissaient 400 millions sur le marché des transferts. Il y avait Milan qui sort d'une période difficile. Il n'y a que des clubs, Arsenal et Tottenham, dont surtout Arsenal, le seul objectif, c'est que les propriétaires retirent de l'argent. Manchester United, les Glazers, on en reparlera plus tard, retirent environ chaque année 20 millions du club. C'est-à-dire que si on était vraiment dans une situation difficile, ils ne prendraient pas ces 20 millions-là. Donc non, l'argument de Pérez, comme quoi le foot est en perdition et qu'il faut retrouver comment relancer l'économie, c'est faux. Il faut surtout que l'argent reste dans les clubs et que les clubs bien gérés continuent à fonctionner. Il n'y a pas de problème d'argent à l'Ajax, il n'y a pas de problème d'argent au Bayern Munich, il n'y a pas de problème au PSG, mais c'est un peu différent. Il n'y a pas de problème d'argent à l'Atalanta, il n'y a pas de problème d'argent à Leicester, qui est 3e du championnat et qui fait une saison magnifique. Donc, au niveau financier, ça aurait été une catastrophe pour l'ensemble du foot.
Ok, super, un point de vue très tranché sur le sujet, Antoine, merci. Jérémy, tu es d'accord avec ça? Plus Alors, nuancé, pas du tout non, je d'accord? suis pas complètement d'accord parce que en fait, autant je partage le point de vue en disant que quand Pérez pleure en disant qu'il a pas de sous, c'est juste de la communication, ni plus ni moins. Donc ça, c'est évident. C'est pas quelque chose sur lequel je compte vraiment rebondir. Par contre, je trouve que, enfin, le modèle économique était plutôt bon, par contre, parce qu'il y avait une vraie logique derrière. Il y avait une logique de contrôle du modèle économique par les clubs et non pas du contrôle du modèle je vais y arriver, économique des clubs par une autre instance. Parce que là, dans le discours que tient donc Antoine, il indique en fait que le monter la Super League n'aurait pas été bon pour la Ligue des Champions, ça l'aurait dévalué. La Ligue des Champions est un monopole, donc en fait, forcément, du moment que tu montes quelque chose quelque part à côté, ça va forcément la dévaluer. C'est le principe même. Mais Sinon, il faut rester sur un monopole, et à mon sens, c'est sur ce schéma-là qu'il faut sortir, parce qu'actuellement, c'est l'UEFA qui choisit comment se rentrent les sous, comment ils sont dispatchés, comment ils ressortent, à qui et à quelle exception faire. Et là, on parle que des sous, on parle même pas des sanctions à côté qui, quand elles sont mises, ils ne les appliquent même pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et là, le modèle économique que voulait prendre donc ces 15 équipes, et je pense influencé par des modèles économiques américains, notamment la NBA, avec la création en fait d'une compétition. Donc la NBA, c'est plutôt un championnat, mais là, c'était plutôt une coupe, donc une compétition qui va être en fait entièrement financée, autofinancée par les clubs. Et ces mêmes clubs, en fait, vont également gérer quelque chose qui n'a pas été abordé, la distribution, en fait. Comment ça va être distribué. Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. Parce que là, actuellement, l'UEFA, pour réussir ce qu'ils font, ils arrosent toujours les mêmes distributeurs TV, Sky, etc., BT en Angleterre. Enfin, tous ces mêmes qui, depuis des années, sont toujours des acteurs récurrents, où il y a toujours des arrangements. Et c'était un moyen de sortir de ça en remettant un coup de jeune, en mettant une distribution qui était complètement différente, plus adaptée à aujourd'hui, mm. plus aussi adaptée dans la consommation même des matchs, avec, je pense qu'ils allaient venir sur un format où tu proposes aussi bien de voir le match en direct que de voir un condensé de match, que voir des highlights, de voir des stats qui te sortent pendant le match, enfin des choses qui sont à 1000 lieues de ce que font nos distributeurs actuellement, vraiment à 1000 lieues. Et vraiment, il y avait vraiment beaucoup, je pense, à gagner, à prendre les bons côtés. Il n'y a pas que des bons côtés, mais à prendre les bons côtés de ce système. Et a priori, de ce qui était présenté là avant projet qui est mort-né, c'était cette volonté-là d'être mise en place. C'est une volonté où en fait, dès le début, on connaît le capital et on connaît la redistribution. Et ça, à l'UEFA, ça marche pas du tout comme ça. Je me permets juste de répondre sur plusieurs points, si ça te dérange pas, Ellie. Premièrement, Non, non, justement, j'allais ah, te donner la parole en disant, bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces impacts-là, parce qu'on parle de nouvelles façons de consommer, etc., donc peut-être pour les téléspectateurs, mais est-ce que ça aurait été bénéfique aussi bah, à l'ensemble de la non. pyramide, notamment aux spectateurs qui vont voir les matchs au Mm. stade, voilà, les vrais qui sont dans les racines des clubs. Après, voilà, Antoine, n'hésite pas si tu avais d'autres choses à aborder en 1 minute. Alors, en 1 minute, ça va être court, mais je vais essayer. Premièrement, sur le monopole de l'UEFA. L'UEFA, c'est la ligue qui gère. Toutes les ligues ont un monopole. Si tu suis le biathlon, c'est l'IBU. Si tu suis le basket européen, c'est la FIBA. Donc oui, c'est eux qui gèrent tout ça. On est tous d'accord. Il faut qu'ils éclaircissent tout ce qu'ils font. Et l'argent, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Le problème de cette répartition des gains, c'est-à-dire que tu prends tout le gâteau et tu le balances toujours à 20 clubs, donc 15 qui, qu'importe le résultat, qu'importe comment ils sont gérés, toucheront toujours une énorme partie du gâteau, hein. On parle de 32, c'est-à-dire que les 15, ils toucheraient, qu'importe le résultat, plus de environ 80% de ce gâteau, ce qui n'est pas Mais viable. c'est déjà, excuse-moi, je te coupe, mais c'est déjà cette Non, répartition actuellement quand tu sors des non. poules. Dès que tu as Oui, mais sauf l'objectif de que sortir de poule, bah oui, mais ça revient là, au même en fait. non, la différence, c'est que par exemple, je te prends en 10 secondes un cas vu que je suis en Suisse, Young Boys ou Bâle chaque année se qualifient, ça, ou presque, ils touchent environ 10 millions parce ils ont de la peine à passer le premier tour, mais ils font des victoires. Donc ces petits clubs touchent déjà quand même une part. Ces petits clubs peuvent investir dans leur centre de formation qui améliore le niveau du championnat, qui améliore le niveau de l'équipe suisse. Le problème, c'est que là, c'était tout le gâteau pour 15 équipes, 3 championnats. Donc tout le reste, tu mets à la poubelle. 20 équipes, hein, pas 15. Oui, ouais, mais sur les 20, sur les grandes parties de la répartition financière, ça va sur les 15.
D'accord. Et on est d'accord que quand même cette compétition venait en supplément de la C1 qui, elle, continue d'alimenter également financièrement. Oui, mais si tu mets tous les meilleurs clubs dans une partie, il y a plus Oui, grand mais monde c'est qui ira regarder ah, la Ligue des Champions, je, ce je, qui dévalorisera tout ça. je pense qu'on coupera après ça, mais moi je fais une simple addition, fait qu'en fait si tu as un championnat qui donne beaucoup et un championnat qui donne un petit peu, enfin une coupe qui donne beaucoup et une coupe qui donne un petit peu, donc la Super League et la C1, le résultat à la fin pour moi sera toujours supérieur qu'une seule coupe, la Ligue des Champions actuellement, qui distribue ce qu'elle veut comme elle veut. Le Donc, problème, pour finir juste sur cet argument-là, c'est que tous les petits clubs, j'ai parlé de Young Boys, je peux parler de Bâle, mais de Ludogorets, tous les petits clubs qu'on voit chaque année, qui touchent 7, 8, 9 millions, ça permet de générer tout le bas de la pyramide est généré par ces petits clubs-là, plus que par Manchester United, le Real Madrid et Barcelone. d'accord. Et juste, est-ce que tu as pensé que si tu sortais tous les gros clubs de C1, ça veut dire que les petits clubs pourraient aller plus loin et donc prendre plus? Bah non, parce que là, actuellement, celui qui gagne la C1, il gagne 100 millions. Si les grands clubs y partent, s'il touche 10 millions le gagnant, ce sera comme l'Europa League. Je partage pas ça dans le sens juste où un des arguments de la Super League, c'était de dire en plus les équipes qui ont été mises sont pas forcément les meilleures. Donc à ce moment-là, ça ressortait les Mais les, Arsenal, les mais machins. les plus Donc puissants. en fait, Mais les oui, plus mais puissants du coup, oui, financièrement. mais pas les meilleurs sportivement. Donc c'était pas ceux qui allaient loin, c'est ceux qui peut-être n'étaient même pas qualifiés ces derniers temps en Ligue des Champions. Donc en fait, c'est un faux problème, je Bah pense. non, c'est quand même les plus puissants. Donc c'est ceux qui avaient le moins besoin d'avoir encore plus d'argent. Alors, on va finir sur ce sujet-là. Effectivement, voilà, les deux points de vue sont intéressants effectivement à écouter. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne vivra pas cette compétition. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire heureusement, mais après, évidemment, chacun a le droit d'avoir son avis et on respecte tous les avis du moment qu'ils sont argumentés et respectueux des autres, effectivement. Donc, merci les gars pour ce débat. On a pas mal parlé quand même de l'UEFA dans les dernières phrases qui ont été données. L'UEFA, la FIFA, etc., les organismes monopolistiques qui sont présentés comme les sauveurs du foot sur ces dernières heures, qui ont pas mal bénéficié justement de l'engouement populaire pour essayer un peu de se rattacher à cette dynamique-là, s'en sortent bien finalement. Il y a eu pas mal d'affaires quand même ces dernières années, les Platini, les Blatter, les Jérôme Valk, les Ayatou, etc., qui auraient dû faire scandale plus sans doute que ce qu'elles ont fait. Est-ce qu'on pense vraiment que la Super League, notamment les 12 clubs fondateurs, les Florentino Pérez, les Glazers, les présidents des clubs voilà, qui étaient effectivement dans cette compétition, est-ce qu'on pense vrai mieux qu'ils auraient fait mieux sur la partie transparence et sur la partie redistribution justement des fonds, comme semble le dire Jérémy? Est-ce qu'on pense vraiment qu'ils auraient contribué à une société footballistique meilleure quelque part? Nat, par exemple, qu'est-ce que toi tu en penses? Déjà, effectivement, j'aimerais juste revenir sur le fait que ça me fait un peu rire que l'UEFA, effectivement, se fasse passer pour les sauveurs dans cette histoire, alors que bon, effectivement, comme tu l'as dit toi-même, tu parlais de Sepp Blatter, de Michel Platini. Bon, les autres, je les connaissais pas, donc mais voilà, mais aussi, on peut aussi reparler très brièvement de l'histoire du fair play financier avec Manchester City l'année dernière. Ça, je l'ai pas oublié, ça. Mais sinon, est-ce que la Super League aurait été une alternative viable aux organismes actuellement en place? Et sur la transparence, honnêtement, je suis pas convaincu, hein. Très honnêtement, non, je pense pas quand même, hein, parce que certes, c'était intéressant de montrer quelque part, une opposition par rapport à l'UEFA, au modèle de l'UEFA qui de toute façon est lui-même très contestable, ça, il y a pas de souci. Mais c'était, au final pour proposer une solution qui est encore plus, discriminante et encore moins, et plus transparente, bon, avec tous les gros sous en jeu, encore une fois, ouais. Et pour l'histoire de la redistribution, j'aimerais terminer là-dessus parce que c'est pas l'aspect sur lequel je suis le plus, on va dire, «expert» entre guillemets, mais cette histoire de redistribution, ça me fait rigoler parce qu'ils disent que, oui, l'intérêt de ces compétitions, c'est justement pour, mieux redistribuer l'argent, mais alors qu'au final, ça profiterait qu'à un tout petit cercle, fermé et toutes les autres équipes, donc c'est pas pour rien que même, je regarde parce que moi je suis pas mal de clubs aussi, sur Facebook et Instagram, des clubs de genre de D2, D3 anglaises et tous ces clubs, sans exception et bien sûr les autres clubs de première ligue comme Everton, Leicester, Leeds et cetera. Même Leeds d'ailleurs avec, je sais pas si vous avez vu, mais ils avaient avant l'entraînement des t-shirts, justement, qui je me rappelle plus ce qui était marqué exactement, mais juste avant le match contre Liverpool, ils avaient montré clairement leur protestation là-dessus, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'ils savent un petit peu, ce qu'ils,
voilà, ils savent que très bien que c'est pas avantageux pour eux, de toute façon. Je crois que c'était Football is for the fans, d'ailleurs, l'inscription sur le t-shirt, il me semble. Maintenant, ça me revient, mais je suis pas sûr, pas confirmé. Mais c'est un truc du style, hein, de toute façon. C'était marqué devant Earn It. Ah voilà, ouais, en plus, ouais. Bref. Et du coup, non, ça va pas du tout contribuer à redistribuer. Ça va redistribuer peut-être un peu mieux entre les 15 premiers, voilà. Mais les autres clubs, au contraire, bah, ça va les faire mourir à petit feu, puisque évidemment qu'avec tout le pognon que ça génère, bah, les joueurs auraient envie quelque part justement de partir dans ces clubs. Donc ça dépouillerait encore plus des clubs qui déjà ont du mal à survivre en ce moment, puisque les Leicester, Atalanta, c'est des exceptions, hein. Franchement, il n'y a pas tellement d'équipes qui ont réussi à se maintenir à flot sur la durée face à tous ces géants et cette espèce de monopole. Donc, pour moi, évidemment que c'est encore plus catastrophique. Je ne parlerai même pas de l'éthique, hein, finalement, mais financièrement, pour la redistribution et la transparence, l'UEFA est mauvais, mais là, on allait vers quelque chose d'encore pire, tout simplement. Donc, voilà. Ok, merci Nat. Jérémy, Guillaume, qui veut continuer? Bah, vous avez déjà pas mal dit. Moi, je pense que ça aurait pas forcément été mieux, si ce n'est pour les 15 participants, comme Antoine y disait, c'était voilà, c'était très bien réparti entre eux. Donc non, je pense pas que ça aurait été profitable aux autres. J'ai lu quelques articles ce matin avec des simulations avec un club par exemple qui serait invité puisqu'il y avait 5 invités par an. L'invité, il y aurait une partie des revenus qu'il n'aurait de toute façon pas touché puisqu'il faisait pas partie des fondateurs. Donc, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais il y a un journaliste anglais, je crois, qui a fait une simulation avec Everton qui finirait premier de Première League, qui éventuellement terminerait aussi vainqueur de la Super League, et il toucherait moins que un club fondateur qui terminerait dernier de la Première League, la Super League. Donc, aucun intérêt en fait. S'il y a un club qui va au mérite, qui gagne le championnat, qui se fait inviter, qui gagne ensuite la Super League et qui gagne moins qu'un club fondateur qui quelque part se la coule douce en se disant de toute façon, peu importe mon résultat, je gagne plus. Je vois pas du tout l'intérêt. Et puis derrière, après, les clubs qui ne sont pas invités n'auraient pas. Il y aurait peut-être une distribution, mais qui n'aurait pas été profitable pour ces clubs-là. Je voudrais ajouter, pour compléter, que l'idée quand même, c'était quand même de retirer une instance qui est au milieu, qui donc actuellement est l'UEFA, et qui ponctionne une partie des revenus engendrés par une partie, même une grosse partie, même je dirais même la majorité, des revenus engendrés par les clubs et la compétition. Là, l'idée quand même, c'était que la répartition soit beaucoup plus grande, et en enlevant un acteur, c'est un peu le principe des gens qui te disent qu'ils vont choisir un organisme en ligne et éviter un intermédiaire. Là, il y avait cette même notion où tu, en fait, évites un intermédiaire, où donc, par rapport à 100% d'une somme engagée, la somme qui est redistribuée à la sortie est forcément plus grande que quand il faut arroser quelqu'un au milieu, qui actuellement est l'UEFA. Je voudrais aussi insister sur le fait que depuis tout à l'heure, on indique qu'il y a 15 clubs qui vont être, comment dire, financés. Sauf qu'en fait, c'est 20 clubs, puisque la Super League était prévue pour 20, et que dans la formule actuelle en Ligue des Champions, la Ligue des Champions arrose 32 clubs. Et que je sais pas s'il vaut mieux pas mieux distribuer sur 20 clubs que mal distribuer sur 32 clubs. Surtout que, comme je le redis, la Super League n'avait pas pour but d'empêcher la C1. C'est une compétition à côté. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des places qualificatives en C1 et que même si la C1 perd un petit peu d'argent, et ça jusqu'à présent aucune simulation n'a été faite, donc on ne sait pas l'impact financier que ça aurait eu sur la C1, il y aurait une distribution qui aurait été faite sur des clubs plus petits qui auraient eu eux accès à la C1, et donc une meilleure distribution totale au final. Je tiens quand même à le dire parce qu'au final, il y a un raccourci actuellement qui est fait constamment quand on parle depuis 3 jours de cette ligue qui aurait dû voir le jour, c'était de dire qu'au final, c'est que ces 15 clubs-là qui allaient gagner de l'argent, les autres n'allaient plus engager, comme si la C1 venait à disparaître, mais à aucun moment la C1 n'a été annoncée à disparaître. À aucun moment. Ça veut dire que dans la formule actuelle de la C1, il y a 32 clubs. D'accord? Il y aurait toujours eu 32 clubs qui auraient toujours eu un apport financier supplémentaire et à côté, il y aurait eu la Super League qui en apportait 20 de plus. Donc au final, au lieu d'arroser seulement 32 clubs, il y aurait eu 52 clubs qui auraient eu un financement européen. Je pense qu'en termes de développement, ça aurait été intéressant. Ok, merci à vous tous les trois les gars pour ce débrief Super League. Il y a énormément de choses à dire sur la Super League évidemment. On aurait pu parler d'autres sujets, on aurait pu parler effectivement
de comment les supporters des autres équipes, comment nos joueurs ont vécu ça. On a choisi de faire un format assez court pour pas y passer des années. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites également. Pensez à venir voir sur notre forum aussi et notre site un peu ce qu'on s'est dit et à venir discuter avec nos membres. Très bien, merci à vous et on va passer désormais à la deuxième partie dans quelques secondes. Ok, deuxième partie de notre podcast. Maintenant, on a parlé de la Super League et maintenant, on va parler de ce qui s'est passé. Il me semble que c'était hier soir, oui, tout à fait. L'annonce de l'effondrement de la Super League, déjà, c'était, on va dire, quelque chose d'inattendu et quelque chose d'assez énorme aussi. Et ce qui a suivi, finalement, c'est ce que des milliers ou des millions de fans de Manchester United semblent espérer depuis des années maintenant. C'est le départ d'Ed Woodward, qui était vice-président de Manchester United. Donc on est passé presque d'une semaine cauchemardesque à une semaine presque, encore une fois, je le dis, de rêve pour certains qui n'ont pas hésité à célébrer ça. Donc Ed Woodward, c'est quand même, pour le petit historique, voilà, quelqu'un qui a 49 ans, qui était un ancien banquier d'investissement chez JP Morgan Chase, comme par hasard, la banque d'investissement qui voulait injecter 3,5 milliards dans la Super League. Il a aidé les Glazers dans leur rachat et restructuration de Manchester United, de la dette de Manchester United. Il a monté les échelons comme ça. Les Glazers, je rappelle, qui ont commencé à prendre le contrôle du club à partir de 2003 avec papa Malcolm et ses fils Joel et Avram notamment. Voilà, jusqu'en 2005 où il a terminé finalement son projet machiavélique de reprendre le club et d'en devenir l'actionnaire principal. En 2013, Woodward, à force de monter les échelons, a pris la suite de David Gill, qui avait un bon capital sympathie auprès des supporters, notamment de l'organigramme du club, etc., qui est parti en même temps que Sir Alex Ferguson. Et donc, Woodward a pris cette place-là. Les Glazers étaient bien installés aussi. Sauf que Woodward, c'est quelqu'un qui n'a jamais été très kiffé par les fans. On lui a reproché un certain nombre de choses. La question que j'aimerais vous poser justement maintenant, c'est quoi votre bilan finalement du passage de Ed Woodward à Manchester United sur le plan sportif et financier à la fois? Alors ça va être assez court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est quoi, les gars, votre avis? Et je vais commencer par toi, Antoine. Pour moi, il faut vraiment séparer deux choses. Je faisais partie des premiers à avoir réagi sur le forum sur sa décision de partir en étant plutôt heureux. Le soufflet est un peu retombé, j'ai un peu plus peur maintenant, on en reviendra plus tard, mais au niveau de sa gestion commerciale de Manchester United, il n'y a rien à dire. Je pense que c'était le meilleur au monde sur ce point-là. On a une équipe qui était catastrophique, on va revenir aussi, c'est sûrement grâce à lui. Depuis 2013, on a eu quoi? Quelques bonnes phases, mais très peu. Mais en 10 ans, il a réussi à plus de quintupler nos revenus commerciaux. Il a profité de la bulle du foot aussi. Mais c'est vraiment un banquier, c'est un homme d'affaires de génie. Par contre, sur son rôle jusqu'à 2013, exceptionnel, il l'a bien continué après, mais quand il a repris le poste de David Gill, ou Gill, je sais jamais comment il faut le dire, sur la partie foot, c'est juste pas possible. Il s'est fait tacler par Van Gaal, par Mourinho, par Evra. Il a mis en place des gars comme Matt Judge, qui est notre négociateur en chef, si jamais, qui vient juste de Bristol, qui connaît rien au foot. Il a mis des gars comme Richard Arnold sur des parties importantes du foot, il connaît rien du tout. Il a quand même dépensé depuis 2013 1,2 milliard sur le marché des transferts. Et en prenant les gens de haut, en disant qu'on n'avait pas besoin de personne pour recruter. Donc non, sur la partie sportive, il y a eu 4 managers en 7 ans. Encore actuellement avec Solskjaer, les transferts, ça se passe pas très bien. Avec Solskjaer, on n'est toujours pas sûr qu'on a le bon coach. Il a mis Murtough, je sais jamais comment ça se prononce, John Murtough, là, en directeur sportif, il n'a pas du tout d'expérience. Bref, pour moi, au niveau commercial, un génie. Au niveau footballistique, le pire des pires des top 12 qui étaient censés être en Super League. De très loin. Eh bien, ça, c'est un avis bien tranché, comme on les aime, effectivement. Merci, Antoine. Les gars, Jérémy, Nat, est-ce que vous allez penser les blessures de Ed ou est-ce que vous allez lui remettre un coup de pioche dans la tête?
Aïe, 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 moi je suis un peu l'avocat du diable, j'ai l'impression ce soir, je prends le rôle difficile, mais je le prends. Je partage un point de vue avec Antoine, c'est celui où il faut complètement séparer le financier du sportif. Euh, le boulot de Woodward, et je tiens quand même à signaler que Woodward, il est venu au club parce que Jill lui a demandé, d'accord? Personne estimée et personne qu'on juge très compétente, qui donc logiquement doit savoir s'entourer de gens compétents. Il lui a demandé de venir et deux, de prendre sa suite une fois qu'il est parti. Donc c'est que quand même, c'est quelqu'un sur qui il pensait être solide et qui pensait pouvoir faire le taf. Je pense honnêtement que Eddie, il a fait le boulot, vraiment. À mon sens, relever le club, l'améliorer financièrement après le départ de Ferguson, c'est juste quelque chose qui est mais exceptionnel. Enfin, je pense que aucun club récent dans le monde actuel, le business actuel du football, n'a pris un impact aussi gros que le départ de ce qu'on a vécu avec Ferguson. Aucun. On peut prendre les clubs qu'on veut, aucun. Peut-être, allez, une virgule peut-être pour Leicester City quand ils ont perdu leur propriétaire suite au crash d'hélicoptère. Mais même là, je pense que l'impact est moins gros, quand même. Parce que vu que c'est une famille, derrière, il y a des héritiers qui continuent, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, Ed Woodward, on est arrivé avec des résultats sportifs mauvais, même pas qualifié en Ligue des Champions la première année, et il a su augmenter nos revenus, il a su pérenniser le club, il a su donner du budget pour recruter, parce que ok, peut-être que les recrutements n'ont pas été bons, mais est-ce que tout lui est imputable? Une partie peut-être, tout je ne pense pas. Donc vraiment, il a pu mettre le club dans une situation financière assez incroyable au vu du contexte sportif. Rien que pour se souvenir, penser un peu à l'Inter de Milan il y a 2 ans, l'AC Milan qui est menacé d'être racheté par des consortiums chinois chaque année. Enfin, je veux dire, on est loin de ça et pourtant ce sont des clubs qui sont historiques également. L'AC Milan, ils ont une histoire qui est aussi grosse que la nôtre et pourtant nos revenus n'ont rien à voir et notre stabilité financière n'a rien à voir. Le sportif, je pense que c'est ce qui va être mis à mal dans son bilan, c'est peut-être de ne pas avoir fait le choix de prendre justement directeur sportif. C'est une question qui était assez récurrente ces dernières années, qu'il aurait peut-être fallu être mise en place avant, puisque là, du coup, de ce que j'ai compris, il y en a un qui arrive, mais bon, c'est peut-être un petit peu tard. Mais le sportif, Ed, il a pas fait tout seul. C'est pas lui qui a choisi les recrues, il les a peut-être négociés, parfois à succès, parfois à tort. On sait que ça a été difficile parfois, mais il n'a pas fait tous les choix non plus. Il n'est pas seul. Juste avant de laisser Nat parler, parce qu'il faut laisser. Sur les recrues, ils sont tous unanimes. Mourinho, Van Gaal, tous nos anciens coachs, David Moyes, c'est lui qui décide. Eux, ils donnent leur priorité, c'est lui qui décide. Par exemple, Fred, c'était pas du tout la priorité. Van Gaal, il a eu quasiment aucune de ses priorités. Et c'est lui qui décide. Le problème, c'est qu'il a aucune connaissance sportive. Oui, il choisit dans une liste, mais Il a il ne chaque fois choisit pas choisi tout mal, court, quoi. il choisit pas hors liste, c'est-à-dire qu'il choisit dans la liste, parce que j'imagine qu'il doit y Ça avoir des dépend intérêts qui. financiers dedans. Ça dépend qui. Sanchez, c'était hors liste. Fred, c'était hors liste. Et il y a eu 2-3. Mais après, oui, c'est pas Bah, si c'est 100% lui, mais c'est le boss. C'est le boss du sportif depuis si 2013. c'est lui Donc qui a pris Fred, je pense que cette année, on peut lui dire merci. Et je vais laisser la parole à Nat. Alors, je vais plus rejoindre encore une fois sur ce coup-là, Antoine, même si je tiens aussi à dire que Jérémy enfin, j'ai quelques accords avec Jérémy. Déjà, bon, effectivement, Ed Woodward, voilà, effectivement, un excellent directeur financier, enfin, sur tout ce qui est purement financier, je suis tout à fait d'accord. Et je tiens à ajouter un petit élément aussi dans tout ça, c'est que souvenez-vous qu'à la fin des années 2009, enfin 2009, 2010, 2011, cette période-là, donc vers la fin de l'ère Ferguson, on était très endetté, quoi. Enfin, on était dans une situation économique loin d'être paradisiaque, on va dire. Et je pense que le travail de Woodward en coulisses a contribué à justement limiter fortement, même à inverser la tendance. En tout cas, lui et son équipe, parce que je pense pas qu'il a tout fait tout seul non plus, hein. Il y a aussi beaucoup de gens autour de lui, mais dans l'idée, c'est vrai que je veux bien lui reconnaître cette part de mérite. Mais sportivement, et là je rejoins Antoine, effectivement, c'est quand même lui qui a le dernier mot. C'est pas les entraîneurs, c'était clairement lui. Il y a quand même eu beaucoup d'erreurs de casting. Alors Alexis Sanchez, bon là c'est un petit peu facile comme exemple, mais bon, ça c'est un bon symbole parce que. Mais on peut aussi citer Angel Di Maria, Falcao. Voilà. Bon, je n'ai pas envie de mettre Fellaini parce que je sais que Fellaini, souvent beaucoup de gens l'ont cité, mais moi je n'étais pas d'accord avec eux par contre. Mais
Je suis fan Voilà, de Philippe. après chacun son avis dessus, mais voilà, il y a pas mal de joueurs en tout cas qui ont pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire et voilà et puis je pense qu'effectivement que c'est un petit peu gênant de se dire que c'est seulement en 2021 qu'on a enfin un directeur sportif, qu'en tout cas un poste étiqueté directeur sportif, même si David Gill, officieusement était quand même, très proche, de ce qu'on attend en directeur sportif et qui était au passage lui très compétent, même si c'est lui qui a effectivement, fait appel à Ed Woodward. Mais bon, dans l'idée, voilà, pour résumer très brièvement, excellent directeur financier, mais d'un point de vue sportif, je pense que maintenant qu'on est stable d'un point de vue économique, malgré la crise, sanitaire, je pense qu'il est quand même grand temps, aussi d'avoir une vision plus long-termiste et plus, connectée, à nos besoins, sur le terrain, quoi. Voilà. Merci donc effectivement donc Anna d'avoir fait la synthèse de cette partie. Voilà, donc effectivement sur le plan financier, c'est nickel. Sur le plan sportif, bon, il y a sans doute beaucoup à redire et c'est ce qui lui était reproché par énormément de supporters qui ont été plus ou moins sympas avec lui pendant son passage à Manchester. Maintenant, la suite. Parce que comme vous le disiez, aujourd'hui, l'organigramme du club a un peu changé. On a un directeur sportif, il y a des postes qui ont été pourvus chez nous, effectivement. Du coup, on sort Woodward, qui est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'on met un directeur financier avec le même profil que lui? Est-ce qu'on met quelqu'un qui va être plus câblé football, mais est-ce que ça risque pas de faire doublon pour le coup avec justement les nominations de Murtaugh, Fletcher, etc. Voilà, comment vous voyez ça? Guillaume, toi, comment tu vois le truc? Je reste sur l'avis déjà de tout le monde, à savoir que sur le financier, Woodward était très bon, donc j'attends quand même quelqu'un qui le remplace, qui soit à la hauteur, parce que on en pense ce qu'on veut, j'en pense pas que du bien, mais maintenant Manchester United, c'est quasiment avant tout, c'est une marque plus qu'un club de foot, et donc ça, il faut qu'il soit à la hauteur quand même là-dessus. Maintenant, la personne qui va être remplacée, il y a des noms qui sortent. Je j'ai pas la prétention de connaître tout le monde, mais c'est peut-être pas évident de le remplacer lui. Après, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de communication, peu importe qui ce sera, plus de communication effectivement avec les entraîneurs. Faut pas que voilà, on donne une liste et puis qu'ils s'intéressent uniquement à ceux qui sont le plus faisables. Peut-être que des fois, il faut aller chercher les joueurs moins évidents à aller chercher. Enfin voilà, je pense qu'il faut peut-être plus de communication là-dessus. Euh, voilà. Après, sur les noms qui sortent, je sais pas ce qui viendra. C'est pas à nous de décider, mais on verra qui ce sera. Mais ça tombe bien parce que je crois que l'ami Antoine a entendu des choses. Alors évidemment, ça reste des rumeurs, mais c'est quoi le nom qui te fait peur là en ce moment? Il y a beaucoup de noms qui me font très peur, mais la personne qui est désignée en interne comme étant la plus susceptible de remplacer Ed Woodward, c'est Richard Arnold, qui a très exactement actuellement le titre de Group Managing Director. Director, hein, on va pas faire moitié français, moitié anglais. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que la tête est pourrie. Et la tête, c'est au-dessus de Woodward. Woodward était un problème, mais le gros problème est encore au-dessus. Et en fait, on a dans notre organigramme, si on met Richard Arnold ou quelqu'un du type de Woodward, au niveau financier, on gagnera rien du tout. Parce que je pense que personne peut être meilleur que Woodward, je vois pas comment. Mais on a déjà, on a Matt Judge qui est dans l'organigramme élevé, qui sait pas ce que c'est le foot, Woodward qui ne savait pas, Richard Arnold qui ne savait pas non plus. C'est trois personnes qui, comme par hasard, viennent de la même université, qui ont fait le même bachelor, c'est quand même étonnant. À ça, on a Murtaugh qui a très peu d'expérience, qui a fait, qui est chez nous depuis David Moyes, on lui prête des bonnes capacités parce qu'il a réussi à créer le Manchester United féminin. Pour moi, c'est pas assez. Moi, je partirais plutôt sur quelqu'un qui connaît le monde du foot. Pas forcément. Moi, la personne que je rêverais, c'est Van der Sar, mais pas forcément un ancien joueur ou un ancien de la maison. Au bout d'un moment, on les recycle tous. Mais quelqu'un de compétent, que ce soit au niveau du foot et de la compréhension de son milieu.
Et comme a dit Guillaume, le plus gros problème des transferts, c'est que dernièrement, par exemple, si on prend le dernier cas qui a fait débat, c'était Sancho l'année passée. Sancho l'année passée, c'est pas Woodward le problème. Sancho l'année passée, c'est Joel Glazer qui a dit à la dernière minute non, on paiera pas autant pour un joueur, et c'est le même personne qui croit que Martial c'est le nouveau Pelé. Donc, tant qu'on a des personnes qui sont autant peu expérimentées, qui ne connaissent pas le foot, on va pas pouvoir rattraper, ce qui devrait être notre but, des équipes comme Manchester City et Liverpool, qui sont super bien construits à ces niveaux-là. Et c'est ce qui me fait peur, que ce soit Richard Arnold, Matt Judge, j'arrête de regarder, je pense qu'on est foutu, ou quelqu'un d'autre. Mettez quelqu'un qui vient du milieu, pas forcément un joueur, mais quelqu'un qui vient du milieu. Quand tu parles du milieu vraiment foot, quoi. Qui a Ouais, une exactement. culture foot même, mais qui peut avoir un background quand même financier pour le coup. Je préférerais qu'il en ait un, mais je préférerais comme tu as dit, un qui vient du foot et qui a un background financier que un super financier qui ne connaît rien au foot. Ou qui, comme Woodward, qui suivait son club de village de 4e division. Ok, Nat, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, là, je vais être très bref parce que finalement, encore une fois, Antoine a très bien développé. Moi, par contre, je mettrais plus en avant l'incertitude sur l'avenir, c'est-à-dire que effectivement, financièrement, ça va être très dur de faire mieux que Woodward. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense aussi. Et surtout, voilà, d'un côté, trouver quelqu'un d'un minimum compétent financièrement et en même temps qui a le bagage footballistique nous permettant effectivement de retrouver les sommets. Alors certes, c'est ce qui se fait déjà à Liverpool, à City ou même pour aller dans des exemples étrangers aussi à Dortmund, au Bayern, à l'Ajax et j'en passe. C'est vrai que Van der Sar, ça pourrait être une alternative très intéressante. D'ailleurs, c'est la seule que je vois parce que c'est le seul qui est assez, qui connaît le football, qui en plus, bonus, était chez nous pendant quand même 5-6 ans, qui à l'Ajax fait du très bon boulot, effectivement, et qui financièrement, a quand même, vu comment ça se passe là-bas, a quand même un minimum de notions, quoi. Là où j'ai pu avoir à un moment donné des noms passés, fut un temps, déjà il y a Darren Fletcher aujourd'hui, même s'il n'aura pas ce poste-là, mais alors qu'il n'a aucune expérience. Et c'est vrai que même si il y a le côté ancien de la maison, je suis pas, je reste dubitatif, on va dire. Autant je pense que Fletcher, ça peut être un excellent coach, en tout cas pour les jeunes, un excellent motivateur. Mais est-ce que pour être dans le background comme ça et sur les questions financières, j'en sais rien. On verra bien, mais je suis pas convaincu. On a eu aussi Rio Ferdinand qui a été cité, pareil, grand joueur, excellent connaisseur du football, mais financièrement, pareil, on n'en sait rien. Donc oui, Van der Sar, c'était celui qui permettait, je pense, de réunir le plus possible les critères. Mais à part lui, je me demande si ça se trouve dans tous les coins de rue, un mec à la fois compétent parce qu'il suit les matchs de foot et donc parce qu'il sait les besoins que l'on a d'un point de vue purement, voilà, purement footballistique et en plus qui permettrait de faciliter effectivement le travail du coach quand le coach veut un joueur, effectivement, et qui ne soit pas en opposition. Mais en même temps, le problème vient de là-haut, vient des Glazers. Donc c'est un peu compliqué aussi, quoi. Donc le problème, de toute façon, on en reparlera après, mais c'est plutôt effectivement Woodward qui était finalement qu'un fusible comme un autre, quoi. Donc je suis pas convaincu que changer un directeur sportif nous mènera malheureusement vers nos objectifs tant qu'il y aura les Glazers en place. Mais en tous les cas, voilà, faut trouver cet équilibre et c'est pas évident du tout. Et même si j'étais content que Woodward saute, très honnêtement, par rapport au sportif qui est pour moi pas convaincant du tout. Mais après, au final, pour aller vers quoi? Donc finalement, avec le recul, avec plus de froideur entre guillemets, je suis pas si convaincu que ça, quoi. Voilà. Ok, merci à tous les trois. Donc, alors c'est intéressant, vous citez le nom de Edwin van der Sar. Donc Van der Sar, quand il a pris sa retraite de joueur, effectivement, il est retourné à l'Ajax. Il a occupé le poste de marketing director, donc directeur marketing. Aujourd'hui, il est general director, donc en gros, c'est l'équivalent le plus exact qu'on pourrait trouver finalement de Woodward, alors que c'est un ancien joueur, donc ils vont quand même confier des responsabilités qui vont au-delà du terrain, qui sont également de l'ordre financier, gestion du club à tous les niveaux. L'Ajax est souvent pris en exemple par voilà, les nostalgiques du football romantique, football total, etc. C'est un nom qui est revenu déjà plusieurs fois dans le podcast. Et quand on parle justement du football d'avant, en fait, on est obligé de repenser à l'époque où les Glazers n'étaient pas là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui demande, enfin quand je dis aujourd'hui, ça remonte quand même à un petit bout de temps en arrière déjà, qui demande que les Glazers soient
s'en aille, tout simplement. Ils quittent le sol mancunien britannique et qui retournent aux States, là d'où ils viennent. On voit des écharpes jaunes et vertes couleur de Newton Heath. On entend finalement plein de choses. On aimerait que potentiellement le club change de propriétaire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez vraiment que les Glazers, qui sont propriétaires des Tampa Bay Buccaneers par exemple, et qui se sont investis dans le projet Super League au point que Joel devienne vice-président, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible qu'il fasse une croix sur Manchester United, qui est quand même une poule aux œufs d'or, on ne va pas se mentir, par rapport peut-être au camouflet Super League ou à autre chose? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible qu'il laisse la main maintenant? C'est quoi votre avis là-dessus? Jérémy, par exemple, c'est quoi ton point de vue? Mon avis, tout peut arriver parce qu'on est quand même dans un modèle économique actuellement qui est tellement difficile. Il faut pas oublier aussi que Manchester actuellement, c'est la deuxième ou troisième plus grosse valeur financière dans le football européen. Donc en termes de, ouais, enfin, même si on est descendu, on a dû perdre quoi, 1 ou 2 places, je pense. On est 5e maintenant. 5e. Donc c'est en termes Après Forbes. comment dire, en termes d'attractivité, quand tu vends, bah on est à peu près au plus haut. Donc c'est intéressant. Ils auront forcément beaucoup d'argent à gagner. J'espère d'un point de vue personnel qu'ils le feront pas, qu'ils vendront pas, parce que je pense qu'en termes de propriétaires, on a quand même, je pense, des propriétaires qui sont efficaces, qui ont mis la main au portefeuille quand il fallait. La seule chose que je pense qu'il faudra améliorer, c'est le lien que faisait Ed, le lien vraiment entre l'entraîneur et le propriétaire. Donc ça passe par mettre quelqu'un de compétent. C'est peut-être d'ailleurs un poste à deux têtes qu'il faudrait, un financier, un sportif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que la solution viendrait plus d'un bon recrutement au niveau du financier et du sportif que d'un changement de propriétaire. Donc j'espère vraiment, honnêtement, ne pas nous voir changer de propriétaire parce que je pense que les potentiels acquéreurs n'ont rien de mieux, si ce n'est même sont bien pires que les propriétaires qu'on a actuellement. Ok, effectivement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de beaucoup inquiéter à tous ceux qui demandent effectivement que les Glazers s'en aillent. Nat, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses vraiment que, alors sans se poser forcément la question de qu'est-ce qu'on va avoir après, mais est-ce que tu crois vraiment que les Glazers vont lâcher prise? Est-ce qu'ils vont se dire le foot, le soccer, c'est pas fait pour eux, le Royaume-Uni, c'est pas fait pour eux, ils se heurtent à une culture trop différente? Est-ce qu'ils vont céder un petit peu leur jouet? Alors, si on m'avait posé cette question il y a seulement quelques jours, j'aurais été catégorique et j'aurais dit non. Là, avec tous les coups de théâtre qu'on a connus hier, j'ai presque envie de dire que ça me surprendrait même plus en fait. Néanmoins, à court terme, je ne pense pas quand même. Pas maintenant, pas dans les prochaines semaines. Par contre, dans quelques années, c'est tout à fait possible, oui, effectivement, qu'au bout d'un moment, il y a un lâcher prise et qu'il soit amené à revendre le club. Alors après, est-ce que c'est souhaitable? Moi, je pense que je suis pas convaincu par le travail qu'ils ont fait, enfin bon, je veux dire, les protestations contre les Glazers, elles remontent quand même à il y a bien plus longtemps que 2021. Je veux dire, même au moment où j'ai commencé à suivre le club, j'avais vaguement entendu parler déjà de ces vagues jaunes et vertes qui étaient, évidemment, qui prônaient effectivement un football un peu plus, un club de football plus sain, où il y avait aussi, on peut également, évoquer, le club United of Manchester qui a été créé justement à l'issue, de ces protestations, hein. Bon, c'est un club qui joue, en 6e ou 7e division, mais qui existe depuis maintenant un certain moment et qui a été soutenu par des joueurs comme Gary Neville, Nicky Butt et autres. Donc moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que les Glazers partent, mais effectivement, on pourrait les remplacer par qui? Certains après vont se lancer dans des débats d'éthique par rapport au fait que oui, c'est des Saoudiens, des Émiratis ou des Chinois qui nous rachètent. C'est vrai que l'âme du club pour certains serait définitivement corrompue. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est si différent que si les propriétaires sont américains ou russes? La question mérite de se poser quand même. Quand on voit aussi comment, bon, je déteste Manchester City, je veux dire, je les déteste, je les aimais pas déjà évidemment avant qu'ils soient rachetés, mais je les déteste encore plus. Mais il faut admettre quand même que globalement, même si en Europe ça reste le zéro pointé pratiquement, mais d'un point de vue purement domestique et même d'un point de vue effectif, gestion d'équipe, recrue, même s'il y a eu beaucoup de fails aussi, notamment en défense, mais globalement, c'est un projet qui tient la route. Donc, si on pourrait être amené à vivre ça dans de nombreuses années, je ne serais pas contre non plus, parce qu'au moins, il y a un minimum d'intérêt au terrain. Je veux dire, les propriétaires
sont pas totalement déconnectés comme le sont les nôtres. Je suis désolé, mais peut-être que ce sont des bons gestionnaires. Après, moi, je suis pas un grand connaisseur sur ces questions-là, mais d'un point de vue purement sportif, là encore, quand on voit qu'effectivement, ça je savais pas, mais ça m'étonne pas d'eux, que Marseille est considéré comme le nouveau Pelé ou que Sancho, l'achat de Sancho a été bloqué justement à cause d'eux, alors qu'au final, les mecs doivent regarder à tout casser 5 matchs de notre club par saison. Moi, ça m'emmerde un peu. Donc, moi, je suis plutôt pour qu'ils s'en aillent. Et je pense qu'ils s'en iront d'ailleurs dans quelques années. Pas tout de suite, mais à moyen long terme, je pense que c'est ce qui va finir par arriver. Je pense pas qu'ils resteront éternellement voilà, nos propriétaires. Mais voilà. Mais clairement, moi, je serais vraiment pas contre qu'ils dégagent, hein, très clairement. Et que après, si on est racheté par des Saoudiens ou des Émiratis, je suis tellement déjà blasé par le monde en général, pas que le football, hein. De toute façon, les gens qui voient mes interventions sur le forum le savent, hein, que je suis quelqu'un de très presque cynique. Donc moi, ça me dérangerait même pas qu'on soit racheté par des propriétaires qui un peu de chance ont déjà peut-être encore plus de moyens et qui surtout s'intéressent un peu plus au terrain, quoi. Donc très clairement, moi j'aimerais bien qu'ils partent, ouais. Guillaume, est-ce que tu veux conclure sur cette partie-là? Bah, je vais dire 2 mots, mais ça va être rapide. Je suis pourtant d'un naturel assez optimiste dans la vie, mais par rapport à Manchester United, je suis assez, assez pessimiste dans le sens où s'ils en venaient à vendre le club, vu les sommes on évoque pour le rachat, je suis pas persuadé que la personne qui aura l'argent pour s'offrir le club sera un véritable fan du club et fan de foot en général. Donc malheureusement, je pense qu'on aura quelqu'un, peu importe sa nationalité, qui sera qu'un carnet de chèques et sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais je suis pas persuadé que ça va être quelqu'un qui va mettre le sportif avant tout. Donc après, voilà, il y a 2 choses à voir par rapport au club. Est-ce que les Glazers vont vraiment revendre le club et qui peut le racheter? Et d'autre part, qui va remplacer Woodward? Parce que, comme je l'ai dit sur le forum, il y a un proverbe qui dit on sait ce qu'on perd parce qu'on gagne. Et on peut très bien avoir une addition de deux personnalités qui viendraient remplacer les Glazers et Woodward, qui peut être encore pire que ce qu'on a actuellement. Ça peut être mieux, mais j'en doute. Donc voilà, moi je sais pas dire si demain un Chinois ou un Saoudien ou peu importe sa nationalité rachète le club. Je pense que vu les sommes qu'on évoque, ça sera l'aspect financier avant tout. Il y a un modèle du côté du PSG et du côté de City qui fait passer pour l'instant le sportif avant tout avec des achats intéressants, mais malgré tout, je suis pas persuadé que sur le long terme, euh, ça les intéresse plus que ça, quoi. Très bien. Merci à tous les trois pour votre intervention sur ce sujet-là. Donc voilà, hein, pour résumer, Woodward, voilà, hein, sur le financier, c'était bien, sur le sportif, on ne peut pas forcément en dire autant. Pour la suite, quelqu'un qui connaisse bien le financier et le sportif, évidemment, ça serait idéal, hein, clairement, si on avait à en arriver là. Et puis, les Glazers out, tout est possible, mais on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus, donc il faut quand même rester vigilant. Et on suivra ça avec attention pour la suite. Merci à tous pour ce deuxième sujet. On va conclure ici pour ce 6e podcast Manchester Devil. On essaie de faire un format un peu court pour que ce soit pas trop indigeste, on va dire, à écouter non plus. Merci Jérémy, merci Antoine, merci Guillaume, merci Nat pour votre participation. Ça va? Ça s'est bien passé, super, comme vous voulez. Oui. C'était super, merci. Ouais. Impeccable, ouais. C'est jamais facile de s'exprimer, mais c'était bien. Parfait, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir tous ce soir pour participer. Si d'autres personnes qui nous écoutent ont envie de se joindre à nous pour des prochains épisodes, n'hésitez pas, hein, évidemment, on est ouvert à tout le monde. Donc voilà, si vous avez un point de vue à donner avec une façon respectueuse de le poser, d'écouter les avis, les arguments des autres et d'y répondre, etc., vous serez clairement les bienvenus chez nous. Donc rejoignez-nous et rejoignez-nous aussi si vous n'avez pas envie de parler de vive voix comme ça, rejoignez-nous au moins sur le site et le forum parce qu'il y a des débats très intéressants, surtout ces derniers jours avec la Super League. Donc on vous y attend très nombreux et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Salut tout le monde. Bye bye. Merci Eli. Bye. Salut.